s'en est fallu de peu pour que notre invité sorte complètement du champ médiatique. Il devait arrêter de faire des éditos ou de participer à des débats sur les plateaux de télévision ou ne le faire que pour le plaisir, sans que ce soit une profession, une obligation contractuelle. Et puis, l'actualité politique a été ce qu'elle a été, houleuse, chahutée, ubuesque, folle même, en tout cas absolument historique, et sa passion l'a rattrapée. Il lui fallait l'analyser, la décrypter, la décortiquer à la lueur du savoir encyclopédique qu'il a acquis après plus de 60 ans de métier. À armes égales, cartes sur table, mots croisés, questions ouvertes, 100 minutes pour convaincre. La Une, la 2, France Culture, Europe 1, RTL, BFM, notre invité a été un pionnier du débat politique dans les médias français. Un éditorialiste et un journaliste qui a toujours séduit par sa rigueur, par son travail, par son sérieux, par sa pondération aussi, sa mesure, sa recherche d'équilibre et d'honnêteté intellectuelle. Loin du clash et de l'outrance, obtenant pourtant des moments de vérité politique et des annonces historiques. Est-ce qu'il n'incarne pas au fond un journalisme politique que l'on voit moins et que l'on regrette ? Est-ce qu'on n'aimerait pas retrouver ces analyses construites et constructives, sages, modérées, complexes, mais qui tirent vers le haut intellectuellement ? C'est peut-être pour cela que les médias ne le laissent pas prendre sa retraite. Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Alain Duhamel. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat. Cette tempérance que j'évoque en introduction, on la retrouve aussi dans ce livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire, Les politiques, portraits et croquis. 63 portraits qui se veulent sans haine, mais sans concession, écrivez-vous. Et c'est vrai que vous décrivez leur parcours et leur personnalité sans jamais leur manquer de respect. C'est assez frappant quand on lit ce livre, sans même que l'on sache trop d'ailleurs si vous en détestez certains ou si vous en appréciez d'autres. C'est tout un art aujourd'hui de rester sur un fil. Oui, alors il y en a quand même certains qui sont extrêmement mécontents de leur portrait. Ah, vous avez déjà eu des retours ? Oui, bien sûr. Et je devrais dire certaines en particulier. Vous pouvez dire qui ? Non, c'est pas la peine, mais il suffit de lire le livre pour voir qui je critique le plus et deviner qui est le plus insatisfait. Oui, et en même temps, on a le sentiment que... Parce qu'au fond, vous savez tellement de choses sur les coulisses, sur leurs caprices potentiels, sur la façon dont ils peuvent se comporter dans les coulisses d'un débat. Vous n'allez pas sur ce terrain-là, vous ne dévoilez pas ça d'eux. Non, mais alors... disons, la vie privée et l'envers du décor, ça n'est pas ce qui me motive. Ce qui m'intéresse, c'est leur personnalité politique. Et c'est important en ce moment de savoir qui sont ceux qui détiennent une part d'influence politique et dans quelle mesure on peut leur faire crédit ou pas. Et c'est pour ça que dans ce livre, il y a ceux... dont moi je pense qu'on peut leur faire crédit, qui ne sont pas forcément du tout dans le même parti, les uns et les autres, et ceux à qui je suis persuadé qu'il ne faut surtout pas faire confiance. Même dans l'ordre d'apparition dans le livre, vous l'avez voulu neutre, par ordre alphabétique. Ben oui, je n'allais pas faire par parti politique. Non, ça aurait pu être... Ne serait-ce que parce que certains ne sont pas dans un parti politique. Ouais. Ça aurait pu être par ordre d'importance protocolaire Non, parce qu'à ce moment-là, on n'aurait lu que le début. Avec quelle méthode vous pensez qu'on obtient plus de résultats avec les responsables politiques ? Est-ce que c'est en y allant à la dure, très fortement, un peu au clash, ou justement avec cette tempérance qui quand même vous caractérise ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y a la longueur du temps. Ça a l'air d'être un petit compliment, mais... quand on connaît quelqu'un depuis 50 ans, comme c'est le cas de certains, disons qu'on a une familiarité et qu'on a accès à des choses ou des connaissances ou des traits de caractère que tout le monde ne connaît. Tous les jeunes des éditorialistes ne connaissent pas. Ensuite, il y a ceux avec qui on a de la sympathie, ce qui n'est pas forcément une sympathie politique. Ça peut être une sympathie personnelle ou une antipathie, ce qui existe tout autant. Et puis voilà, il y a ce qu'on appelle les affinités électives. Il y a des gens avec qui on est content de bavarder et qui, en général, dans ce cas-là, la réciproque est vraie, et d'autres avec qui c'est naturellement beaucoup plus distant. Vous ne vous êtes jamais lié d'amitié avec l'un ou l'une d'entre eux ? Vous mettez une distance quand même, une sorte de distance ? Alors, je mets régulièrement une distance. Cela dit, il y a ceux que je connais très bien et ceux que je connais moins bien. Il y a ceux dont les idées m'intéressent ou même me convainquent
Et ceux qui n'y parviennent pas n'essaient même pas, donc j'ai des types de relations très différents, évidemment. Et puis il y en a quelques-uns dont j'ai une connaissance tellement précise et tellement ancienne que ça va au-delà de la simple conscience professionnelle. Vous comprenez que les gens s'interrogent aujourd'hui sur le lien entre ces journalistes politiques et les responsables politiques? Je comprends qu'ils s'interrogent, mais pas à mon sujet, parce que ça fait tellement longtemps que je suis là que j'ai des liens avec des gens qui sont morts depuis longtemps pour certains. Donc voilà. Et puis alors franchement, à mon âge, je ne suis dépendant de personne. Sinon de ma femme, bien entendu. Votre femme France. Voilà. Arrêtons-nous sur certains des hommes et des femmes politiques auxquels vous consacrez un portrait. Moi aussi, j'ai fait des choix, évidemment. Au hasard, je vais commencer avec Gérard Larcher, président du Sénat. Homme puissant, très puissant, écrivez-vous, l'adversaire résolu d'Emmanuel Macron, un adversaire respectueux des institutions et attentif à l'intérêt national, mais un adversaire redoutable et pugnace du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron ne s'attendait pas à devoir affronter des hommes et des femmes politiques à l'ancienne, comme l'incarne un peu Gérard Larcher, et qu'il est un peu tombé sur un os? Il pensait pouvoir se débarrasser des responsables politiques. Alors, ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron a assez mal géré, en règle générale, ses rapports avec les dirigeants politiques. Et en particulier avec tout ce qui correspondait au territoire, parce que visiblement les corps intermédiaires, qu'il s'agisse de syndicats, qu'il s'agisse d'élus locaux, régionaux, etc., ça n'est pas sa tasse de thé instantanée, en tout cas. Bon, et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on lui résiste, ça c'est assez classique chez les présidents, mais qui est habitué à ce qu'on succombe assez facilement à son charme personnel dans les relations. Bon. Et Gérard Larcher, d'abord, est résolument un opposant, et je dirais de plus en plus un opposant. Et il est assez redoutable. Vous dites un solide bouclier pour défendre le Sénat face à un président qui aurait bien aimé s'en affranchir. Vous pensez que son rôle dans les mois et les années à venir va être important? En tout cas, je pense que depuis la dissolution, il est de plus en plus redoutable. Et de plus en plus, il a toujours été un adversaire. Mais je dirais que Gérard Larcher a été un adversaire jusqu'à la dissolution et est un ennemi depuis la dissolution, ce qui n'est pas la même chose. Ah, vous employez le mot « ennemi », oui. C'est fort. Oui, mais j'aime bien les mots précis. En quoi, ennemi? Mais parce qu'il est beaucoup plus brutal qu'il ne l'était dans son adversité, beaucoup plus pugnace, beaucoup plus ouvertement pugnace. Et donc, le Sénat n'a jamais été amoureux d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron n'a jamais été amoureux des collectivités locales. Bon. Mais avec Gérard Larcher, ça s'est longtemps passé correctement. Pas amicalement, courtoisement, bien sûr, mais correctement. Aujourd'hui, il est dans le camp d'en face, de façon que je trouve d'ailleurs un petit peu étrange dans la mesure où Emmanuel Macron n'est plus un enjeu de politique intérieure majeur et ne sera pas candidat dans un an. Donc en fait, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Mais enfin, chacun fait comme il veut. Vous évoquez la succession aussi de Gérard Larcher, un président respecté, même si, puisqu'il a 76 ans, des candidats à sa succession s'avancent avec précaution. Il n'en ignore rien, écrivez-vous. Et vous, vous pensez que qui pourrait lui succéder? Bruno Retailleau? Retailleau, s'il n'est pas président de la République. C'est une évidence. Et Sébastien Lecornu? Sébastien Lecornu, il a été élu sénateur, mais au Sénat, on aime bien l'ancienneté, les habitudes et la lenteur de l'implantation locale. Et alors, Sébastien Lecornu est un élu local de longue date, mais c'est un sénateur tout frais. Autre personnalité politique dont vous brossez le portrait, Jean-Luc Mélenchon. L'homme le plus détesté, le plus clivant de France, écrivez-vous. L'homme est cependant à la fois sous-estimé et simplifié. En quoi? Pourquoi? Alors sous-estimé parce que quand on parle de lui, on parle de ses excès, de ses outrances, qui existent, de sa violence, qui existe aussi.
mais on le réduit trop à ça. Alors que c'est aussi l'un des hommes politiques, disons, de la demi-douzaine d'hommes politiques, en tout cas que je connais, en activité vraiment cultivée, et avec un niveau intellectuel plutôt supérieur à la plupart de ses rivaux. Certains le disent dangereux aussi. C'est oui, pas votre... On n'est pas... moi, tout le monde sait très bien que ça ne correspond pas à ma sensibilité. Je n'ai aucune envie de la société qu'il préconise. Et je n'ai pas les mêmes réactions que lui en matière internationale, par exemple. Mais pas seulement internationale. Pour lui aussi, vous évoquez la suite. La nouvelle élection présidentielle approche. L'ultime espérance pour Jean-Luc Mélenchon, qui aura 76 ans en 2026, ce sera, quelle qu'en soit l'issue, la fin de sa longue marche. Qui pour reprendre le flambeau, alors, après lui, chez LFI ? Oh, c'est son coadjuteur. Dont je fais également le portrait dans le livre. Jean-Luc Mélenchon s'occupe de l'essentiel et ses collaborateurs du reste. Marine Le Pen, maintenant. Il faudrait être aveugle pour nier cette réalité. Marine Le Pen est bien partie pour faire son entrée au Palais de l'Élysée et devenir la première femme de l'histoire présidente de la République française. Si on vous avait dit au début de votre carrière de journaliste politique que le FN et donc le RN aujourd'hui seraient aux portes du pouvoir et, ce que vous dites, quasiment au pouvoir, vous l'auriez cru ? Je ne l'aurais pas cru un instant. D'ailleurs, je dis quand même que tout ça est vrai à condition qu'elle ait le droit de se présenter. Évidemment, bien sûr. Et que donc, dans l'autre hypothèse, qui est quand même aujourd'hui la plus probable, la question se posera tout à fait pour Jordan Bardella et pas du tout pour elle. Bien sûr. Il n'y aura plus que la question du rôle qu'elle pourrait jouer si Jordan Bardella était élu. Parce qu'évidemment, elle aurait un rôle. Alors, lequel, c'est une des choses les plus mystérieuses. Parce qu'elle n'accepterait certainement pas d'être son Premier ministre. D'ailleurs, elle n'accepte pas d'être la seconde de quiconque. Et en même temps, elle exercerait forcément une énorme influence. Alors, quelle forme est-ce que ça prendrait ? À nouveau présidente du parti, peut-être ? Je ne sais pas si elle voudrait le redevenir. Ça Je ne crois pas. Non, je pense que elle voudrait être la statue impérieuse. C'est intéressant parce qu'à propos de Jordan Bardella, vous dites que c'est la plus grande réussite de Marine Le Pen. Vous dites qu'elle a eu l'audace et elle a senti qu'il fallait faire monter ce jeune. Oui, elle a réussi dans sa vie 2 choses. Ouais. L'une, c'est de continuer l'ascension commencée par son père de l'extrême droite. Bon, ça c'est un fait. C'est pas un fait qui me fait plaisir, mais c'est un fait. Et l'autre, effectivement, c'est de se construire elle-même un rôle particulier et un statut particulier. Ce qu'elle a fait de Bardella, c'était quand même extrêmement audacieux. Elle a choisi d'investir un garçon de 25 ans pour les élections européennes. Jamais elle n'avait fait quelque chose d'aussi téméraire. Mais c'était bien choisi puisque ça a bien marché. Et autant je désapprouve ses idées, son vocabulaire, sa personnalité, autant je trouve qu'avec Bardella, elle a fait vraiment preuve de prescience et d'intelligence. Jordan Bardella qui incarne ce que vous reprochez aussi à Emmanuel Macron, c'est-à-dire le manque de culture historique et institutionnelle. Oui. Vous avez l'impression qu'on va vers une France dirigée par des hommes et des femmes politiques qui n'auront plus la culture historique et institutionnelle que les autres avaient ? En tout cas, il se trouve qu'en ce moment, ils ne l'ont pas. Alors, est-ce que ça peut ressurgir ? C'est imaginable, mais enfin, moi, j'ai le souvenir de conversations avec des présidents, des premiers ministres ou simplement des hommes politiques d'importance. Et les choses ne sont plus identiques aujourd'hui, c'est une évidence. Alors, je ne dis pas ça par le côté vieux monsieur qui trouve que c'était mieux de son temps, etc. C'est la réalité de ce que je vois. Dans les années 80, il y avait Mitterrand, Giscard, Chirac, Marchais, Barre. On aimait, on n'aimait pas, mais il y avait un niveau. Aujourd'hui, si on imagine les 5 principaux hommes politiques, puisque j'ai dû en citer 5,
on n'aura pas le même sentiment. Et ça change quoi, un chef d'État ou une femme chef d'État qui connaît, qui a une culture historique et institutionnelle? Ah bon, moi, je pense que c'est totalement nécessaire. Je pense que la France est un pays extrêmement difficile à gouverner et même à présider, que les Français sont un peuple rebelle par histoire, par expérience, par tempérament. Et donc, pour comprendre le peuple français, il y a deux choses. La première, c'est vraiment de l'avoir parcouru dans tous les sens, comme l'a fait François Mitterrand, comme l'a fait le général de Gaulle à sa manière. Enfin, il l'a plutôt fait quand il était président, mais quand même, avant, il le faisait aussi, y compris au temps du RPF, comme le faisait méthodiquement Jacques Chirac, etc. C'est-à-dire d'avoir les pieds dans la glaise. Bon. Et je pense que c'est très important pour être président de la République. Et pourtant, ça ne semble plus séduire les Français, ou en tout cas plus être un critère absolument... Comme s'ils avaient été déçus par ces... Je crois que rien ne peut séduire les Français. Ah oui. Je pense que les Français sont dans un état que je déplore d'ailleurs, mais de rejet du monde politique, de rejet de la représentation politique, de défiance... que je trouve d'ailleurs totalement disproportionné. Ah ouais? Mais ils ont été déçus? Ils ont été déçus, ils n'ont pas forcément raison d'avoir été déçus, parce que la France ne se porte pas plus mal que les pays qui lui sont comparables. Je dirais même globalement au contraire. D'accord. Et les Français, comme très souvent chez eux, se sentent maltraités, injustement traités. Et moi, je ne vois pas en quoi ils sont plus injustement traités que les Italiens, les Espagnols, les Anglais, les Allemands, ou n'importe quel pays européen, et a fortiori qu'un pays aussi inégalitaire que les États-Unis, par exemple. J'ai un document à vous proposer, Alain Duhamel. Je vais le mettre entre vos mains et je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent et pour vous aussi. C'est une photo de vous avec Jean-Pierre Elkabbach, qui a créé et longtemps dirigé Public Sénat, avec lequel vous avez interviewé les plus grands responsables politiques français, ici avec François Mitterrand, le 16 mars 1981. C'est ce jour-là qu'il joue carte sur table, c'est le cas de le dire, et qu'il annonce qu'il fera abolir la peine de mort en France s'il est élu. C'est un jour qui a été historique pour la France et les Français. Est-ce qu'il a été historique pour vous aussi ? Il l'annonce parce que je lui ai posé la question. Et je lui ai posé la question au moment où l'émission s'achevait. Donc, a priori, la question ne lui était pas posée. Bon, mais finalement, elle l'a été. Et je ne suis pas naïf, donc je ne dirais pas qu'il ne s'attendait pas à une question, parce que je sais que Jean-Pierre Elkabbach avait beaucoup discuté avec Robert Badinter pour préparer ça. Mais il se trouve qu'il y avait tellement de choses à lui faire dire pendant l'émission que simplement, on n'avait pas eu le temps. Puis au dernier moment, j'ai eu un peu une pulsion. J'ai dit, c'est pas possible de terminer cette émission sans poser la question. Donc je lui ai posé la question à laquelle il s'attendait mais qu'il n'attendait plus. Et il a répondu comme on sait. C'est un jour historique pour vous, un moment historique, un moment de journalisme très fort, peut-être une fierté d'ailleurs? Disons que j'ai eu le sentiment que quelque chose de l'élection se jouait à ce moment-là, puisque c'était très près avant de l'élection, et que j'ai pensé que la réponse de François Mitterrand lui vaudrait un peu plus de considération, au moins dans la fraction cultivée des électorats qui n'étaient pas prêts à voter pour lui. En clair, vis-à-vis de la bourgeoisie de droite. Ce n'était pas quelque chose qui était populaire à l'époque. Il faut se rappeler que la majorité des Français étaient d'un sentiment inverse. Mais pour lui, je pense que ça a été un marqueur essentiel. Il vous a remercié d'une certaine manière après bien après. Alors non, tout de suite après, son entourage qui était au premier rang, puisque c'était une émission en public, c'est au contraire rué sur moi pour me traiter de tous les noms, pour le piège infâme que je lui tendais au tout dernier moment. Et lui est descendu de la petite estrade sur laquelle on trônait, entre guillemets, pour me remercier. Et les mêmes, immédiatement, bon, je ne dirai pas les noms, parce que ce sont toujours les mêmes, mais qui m'insultaient brusquement, ont trouvé que c'était génial.
Incroyable. Si on se plonge un peu dans votre histoire, parce que ça fait aussi partie du concept de cette émission, on comprend que ce goût pour la politique remonte à l'enfance. Toute la famille avait cet appétit. À 10 ans, j'étais chargée d'aller raconter chaque semaine l'actualité à mon arrière-grand-mère née sous Napoléon III. J'ai appris à lire avec les titres du Figaro que mes parents recevaient. Et votre premier coup d'éclat familial, dites-vous, c'est d'avoir imposé un abonnement supplémentaire au journal Le Monde. Oui. Toujours une recherche d'équilibre, quand même. Je voulais qu'il y ait deux sources différentes, dont je savais qu'elles étaient contradictoires. Elles étaient bien plus contradictoires encore à l'époque, d'ailleurs. Et je trouvais qu'une source était insuffisante et même contre nature. À 10 ans, vous saviez ça? Ben oui, écoutez, oui. Vous avez appris à lire à 3 ans, avec Oui. donc les titres du Figaro. Aujourd'hui, si des enfants apprennent à lire tout seuls, c'est plutôt sur un smartphone, une tablette. Quel regard vous portez là-dessus? Écoutez, tout ce qui est numérique est en dehors de mon univers. C'est vrai? Et je vois bien ce qui est regardé ou pas regardé. Et je me désole du peu de lecture de ceux que je rencontre. Je trouve que le niveau de culture historique et littéraire, y compris chez les journalistes, a baissé de façon alarmante. Et je vois trop de gens en train de lire des dépêches ou de passer des coups de téléphone ou de regarder leur portable que de gens en train de lire les journaux et a fortiori des livres. Et c'est une énorme évolution par rapport à ce que j'ai connu dans mes débuts de journaliste. Vous lisez 6 heures par jour. Hein. Oui, 3 heures de journaux, 3 heures de livres, 3 livres en même temps. oui, exactement. Ouais. Ça n'existe plus, ça. Non. Ce que j'ignorais, c'est que vous avez eu un grave accident de voiture à l'âge de 20 ans. Non, avant même. Avant, oui. et qui vous a À 16 ans. immobilisé. Ça vous a immobilisé Entre 16 et 18 ans. pendant 2 ans. Et Oui. c'est là aussi que vous vous plongez dans la lecture et que la lecture devient très importante. Alors, de toute façon, j'étais un lecteur convulsif avant. Mais il se trouve que j'ai eu cet accident et que c'est la seule chose que je pouvais faire. Et oui. Donc, j'ai lu quasiment un livre par jour pendant 2 ans. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie? De fermer sa tablette, de laisser son portable de temps en temps dans un placard et de prendre des livres et de se dire que si on a fini une semaine sans avoir lu au moins 2 livres, on a raté sa semaine. Ah, c'est à ce point-là. J'ai des photos maintenant à vous proposer. La première, la voici, vous allez immédiatement le reconnaître. C'est un certain Benjamin Duhamel, journaliste politique lui aussi, digne neveu de son oncle, tombé dedans tout petit lui aussi. Je crois que vous vous appelez presque tous les jours, hein, c'est ça? Oui. Vous lui débriefez ces interviews? Quand il y a quelque chose de particulièrement saillant, je n'attends pas longtemps pour le lui dire. Quand c'est positif, négatif, honnêtement, ça arrive assez rarement. Ouais. Et quand j'ai une réserve, j'ai une réserve. Mais enfin, oui, on débriefe ensemble souvent. Il a des infos que vous n'avez pas parfois? Ah oui, bien sûr. C'est vrai? Bah oui, d'autant plus qu'il passe plus de temps que moi, par principe, puisqu'il recherche sans arrêt des invités. Ouais. Donc, par principe, il a des informations que je n'ai pas. Disons qu'il a des informations que je n'ai pas et peut-être que j'ai des connaissances qu'il n'a pas encore, mais qu'il aura. Et lui, il lit beaucoup? Oui, il lit beaucoup. Ah. Non, il lit beaucoup, puis il a une bonne culture politique et historique et économique de base. C'est ce qui le différencie d'autres aussi. Et blague à part, c'est sympa d'avoir un neveu qui partage sa passion pour la politique et l'histoire comme vous? Alors, je ne suis pas sûr que l'affection particulière que j'ai pour Benjamin enchante toujours mes enfants, Ah ouais? qui trouvent que je devrais peut-être déplacer mes centres d'intérêt. Tellement il est votre chouchou? Non, mais parce que c'est comme ça. Il fait ce que je faisais à son âge. Ah oui. Exactement la même chose. Quand j'avais le même âge, quand j'avais 30 ans, j'avais la première émission politique à la télévision. J'ai eu très vite la radio, j'avais Le Monde. Bon, alors il n'a pas Le Monde, mais il a d'autres choses. Donc ça crée un lien, quoi. Bah, oui, forcément. Ouais. C'est difficile de ne pas se projeter un petit peu. Oui, votre œil brille quand je vous parle de Benjamin Duhamel. C'est beau. Alors, je ne sais pas si c'est beau, mais
C'est une réalité. Une deuxième photo, c'est une photo du Solex qui revient à la mode avec un tout nouveau modèle, le Solex, un bijou de notre patrimoine, hein, un mythe, une promesse de liberté pour plusieurs générations. Il revient en tout électrique. Évidemment, je vous en parle parce que je m'adresse à celui qui a passé une bonne partie de sa vie à rouler dans Paris en Solex. Qu'est-ce que ça vous fait de voir revenir le Solex ? Bon, ça m'amuse. Mais j'ai regretté quand je n'ai plus eu le droit de prendre un Solex parce que les médecins me l'interdisaient en me disant que j'étais trop fragile pour tomber. D'accord. Et donc, il fallait que j'arrête. Et puis, il faut dire que dans Paris, ça c'est un petit peu compliqué, la circulation. Notamment avec les couloirs de bus que ceux qui sont en Solex sont pratiquement obligés d'emprunter pour ne pas se faire renverser. Ouais. Et avec ce que ça implique, de désagréments. Et la politique n'étant jamais très loin, vous en voulez à Anne Hidalgo d'avoir compliqué la circulation dans Paris ? Elle n'est pas dans votre livre d'ailleurs, il n'y a pas de portrait. Non, mais vous savez, j'ai choisi ceux et celles dont j'avais envie ou pas. Et elle, je n'avais pas envie. C'est clair. Et ça n'était pas simplement la vengeance de celui qui roulait en Solex. Même si je reconnais que j'ai trouvé ça extrêmement désagréable et que ça a beaucoup changé, en fait, la façon de se déplacer. J'ai une dernière question qui est en lien avec le décor qui nous entoure. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement, qui vous caractérise peut-être ou... Je vais vous répondre la sagesse compte tenu de mon âge. Oh. Mais si je vous disais ce que je pensais vraiment... Alors dites-moi ce que vous pensez vraiment. C'est l'éloquence. D'autant plus que c'est la chose au monde la plus injuste et la plus élitiste. Il y a des grands hommes pas du tout éloquents. Ah oui. Et il y a quelquefois des éloquents qui ne sont pas du tout de grands hommes. Mais l'éloquence, c'est une spécificité, c'est une arme, et ça peut être un danger. Et l'homme ou la femme politique aujourd'hui la plus éloquente ou le plus éloquent, c'est qui ? C'est un sénateur. Oh. Mais je ne veux pas faire trop plaisir au Sénat parce qu'en ce moment, je n'aime pas beaucoup son comportement. Donc je ne dirai pas qui, bien que lui n'ait en l'occurrence rien à se reprocher. Oh, je sais à qui vous pensez. Bon, vous pouvez le dire. Claude Maluret. Oui, évidemment. Mais oui, bien sûr. C'est le plus éloquent, il n'y a pas de doute. Eh bien, le message est quand même je pense que depuis que Mélenchon n'est plus à l'Assemblée, il n'y a pas à l'Assemblée un Claude Maluret. Et je pense que l'Assemblée en pâtit. L'éloquence qui a été remarquée jusqu'aux États-Unis, celle de Claude Maluret. Bien sûr. Merci Alain Duhamel d'avoir été notre invité dans cette émission. Moi. Merci d'avoir joué le jeu de tous ces rituels et de vous être prêté à l'interview politique, mais cette fois dans l'autre rôle. Merci infiniment et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr et en podcast. À très vite. Merci beaucoup.